colleagues, students and contributors. It's a pleasure to welcome you to the Glass Tank this evening. Firstly, to celebrate the success of the Banlieue Network project, funded by the AHRC and hosted by Oxford Brookes, which aimed to build a network of researchers interested in communities living in the urban periphery. We started work on Banlieue Network in September 2012, and a year and a half later, with a workshop, a seminar and a summer school already completed, we're now on our 4th international and interdisciplinary event. The success of the network is demonstrated by the ongoing interest of researchers attending these events. Some participants have become regular attendees, while there have also been new faces at each event. Donc, chers collègues, chers étudiants et chers contributeurs, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir ici au Glass Tank, où nous sommes réunis pour célébrer le succès d'un projet financé par le AHRC et hébergé par Oxford Brookes. On visait à construire un réseau étudiant les communautés de la périphérie urbaine. Nous avons commencé à œuvrer à la mise en place de Banlieue Network en septembre 2012 et un an et demi plus tard, après avoir organisé un workshop, un colloque, une résidence d'été, nous sommes à notre 4e événement interdisciplinaire et international. Nous avons le plaisir de revoir certains d'entre vous qui sont devenus des réguliers de ces rencontres, mais nous sommes également ravis de saluer de nouveaux participants dont l'arrivée atteste de l'intérêt croissant pour notre entreprise. Over the last year and a half, we've built lasting relationships with different audiences. On the one hand, artists, officials from local town halls, and residents of the banlieue. And on the other hand, students, young researchers and academics from different disciplines. During the summer school in the Parisian banlieue last July, the links forged between these various audiences materialised in the form of the co-creation of the book we're launching this evening, which you'll find at the end of the room. What better way to bring together the perspectives of people from different cultures, disciplines and backgrounds than through the creation of a common work, the book and this exhibition, Voices and Images of the Banlieue. En un an et demi, nous avons réussi à bâtir des relations durables avec différentes audiences. Des artistes, des mairies, des résidents de la banlieue d'une part, et des étudiants, des jeunes chercheurs et des universitaires de l'autre. Durant cette escapade de l'été dernier, ces liens créés entre ces divers publics ont pris la forme de la co-création. Quelle meilleure forme pour la réflexion entre personnes venues de cultures, de disciplines et de backgrounds différents que la création d'une œuvre commune. However, the works that you see here now are not just the result of urban walks in the heat of the Parisian suburbs. They took shape some months afterwards through interactions between the 20 or so contributors scattered across different countries, who with the benefit of distance were able to dissect, reflect on and compose the meaning of their summer experiences in the banlieue. The book and exhibition took on their final form in Oxford this winter. Firstly, thanks to the exceptional team at the Glass Tank, led by Joanna Walker, who managed to find practical solutions to make the creativity of the banlieue tangible to all. And secondly, thanks to the skills and enthusiasm of our students from the French and publishing departments, who played an essential role as mediators and in some cases leaders, translating, editing and bringing together the texts, drawings and photographs into a collective work. They can really be proud of the book that they've produced. Cependant, notre œuvre n'est pas seulement le fruit des balades photographiques dans la chaleur de la périphérie parisienne. Elle a aussi été mûrie par la communication à distance entre une vingtaine de contributeurs qui ont su bénéficier du recul et de la solitude de leur clavier pour disséquer, compléter et recomposer le sens de leur expérience estivale de la banlieue. L'œuvre a pris sa forme finale dans l'hiver oxfordien grâce à l'équipe exceptionnelle de Glass Tank qui a su trouver des solutions pratiques pour rendre la créativité de la banlieue tangible à tous, et grâce à la compétence et à l'enthousiasme de nos étudiants qui ont joué un rôle essentiel de médiateurs ou même d'accoucheurs en traduisant, éditant et rendant présentable au lecteur une œuvre collective composée de textes, de dessins et de photos. Ma collaboratrice Juliette et moi, nous voudrions remercier ce soir tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure inédite, contributeurs, artistes, éditeurs, galeristes. Merci infiniment de votre temps et de votre générosité qui nous a permis d'être ici et de lever nos verres, donc tout à l'heure, parce qu'on parle de verres, à la banlieue, zone trop souvent marginalisée que nous célébrons à travers cette exposition comme un laboratoire de la société multiculturelle de demain et un haut lieu de créativité et de fraternité.
In English now. Personally, I'd like to thank Christina for all the work that she's put into the network, and in particular the exhibition, book and conference to make them such a success. She really has been on the front line, and I'd like to pay tribute to her hard work and dedication to the work of Banlieue Network. And together, we'd like to thank all those who've supported us in what was a new undertaking for us. Thanks to all the contributors, the artists, the editors, the gallery staff. Thank you so much for your time and generosity, which have allowed us to gather here this evening and raise a glass, in a minute, when you've got your glasses, to the Banlieue, an area that is all too often marginalised, an area that we can celebrate this evening through this exhibition as a laboratory of the multicultural society of tomorrow and as a showcase of creativity and friendship. On a quelques invités spéciaux ce soir. Donc, on était censé être là avec deux auteurs qui ont écrit des super textes sur la banlieue. L'un des deux, Mamadou qui fait partie de ce réseau qu'on a construit depuis la première heure, n'a malheureusement pas pu venir ce soir, mais on a toujours avec nous Skander qui est donc l'auteur du texte Abreuvons-nous, qui va lire un extrait du texte qui a été traduit par des étudiants qui font partie du module Urban Narratives, qui vont lire la traduction. Donc en fait, Skander va lire son texte et Louisa va lire la traduction de cet extrait. Et après, Elise, qui a gentiment remplacé Mamadou, va lire un extrait du texte de Mamadou et Becky va lire la traduction de ça. Donc peut-être que ça sera pratique de prendre un petit verre d'avance. Ou avant. Donc en fait, pour vous mettre dans l'esprit de l'écoute un peu plus, munissez-vous donc rapidement d'un verre de vin et en fait... So if you go and help yourself to a glass of something and then come back and we'll have the readings. Si tu peux m'envoyer en Yes, well, I'll bring people forward. Nobody standing here, we'll bring people standing here. Thanks for everything. Yeah, no, I think people further forward. Yes, yeah. I started drinking. He was just saying that he was standing right by the cubicle and he was getting interruption. He couldn't really concentrate on what we were saying because of the sound. So to make sure that everyone, because now we're standing here, make sure that everyone comes forward a bit. Yeah. How's the camera here? The camera's fine, I think. There weren't too many people standing in front of you, were there? But I think we're going to try and get people to move forward so they're not being interrupted by the cubicle. By the sound of the cubicle. If I move the camera forward, they might come forward. Yeah. That's not a bad idea. If you move the camera forward but keep, still keep the forward. Yeah. I'll be able to keep, as long as nobody stands beyond, say, this pole here. Right. On the window. What, that one there? Yeah. Yeah. Well, I don't think well, people might stand over here, but... Yeah, that's my line. J'ai appris de... Time 11:40.
voix que c'est pas des voix qu'on a juste nous, c'est beaucoup plus large. Oui, voilà, c'est ça. C'est des vrais arguments pour. They want to record. C'est trop tard. Because I have another one which I like for another finger, but it doesn't fit on anyone. So I think once I put it on this finger, and my mum's preference is yeah, my mum, I say it wasn't very happy. My mum's my mum loves rings, so she'll buy them. Yeah, they really like ring up. Where's your money? And I feel Je sais pas, sur le coton, sur le I stopped to play up there. I've got yeah, I stopped my lessons when I was about Not officially through our channel, but contact details. Yeah. Oh yes. That's out. Yes. Ouais, jusque là, oui. Comme ça, on s'approche un peu. Avec la caméra, c'est pas grave, parce qu'on a fait une direction. Elle est bien là. So I see that everybody is excited about the exhibition, but we would like you to come forward a bit because apparently the acoustics are not so great. So si vous pouvez avancer un petit peu pendant le métro. Ne bloquez pas le passage, avancez. Et donc, je laisse la parole à l'auteur Skander qui est avec nous ce soir, qui va nous lire un extrait de son roman.
Bien, bonsoir. Trois petits points d'introduction. Le premier, c'est un texte qui commence à dater pour moi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je vous prie d'être indulgent. Le deuxième point, c'est que très certainement en France, je n'aurais pas fait cette lecture. Je refuse de lire en France, je le fais ici, par politesse, un peu avec le pistolet sur la tempe. Et puis, le troisième, c'est que très certainement, je devrais vous quitter au pas de course pour l'histoire de bus. Voilà. Je suis entré dans le métro à la station Tolbiac et je me disais que tout était pourri. J'étais sur le quai, je me répétais ça et je suis allé m'asseoir sur un siège à 2 balles. Quand on pense à ces trucs-là, ça vous bousille. Ça vous file la nausée. J'avais mal au ventre, mal à la tête, mal partout. Tout ça, c'était merdique. Tout se répète toujours. Tout était toujours pareil. Tout était naze, éternellement. Par exemple, je me rendais bien compte que je répétais toujours les mêmes choses, les mêmes mots. Ce n'est pas parce que je ne connais pas d'autres. Non, j'ai vachement de vocabulaire. Je pourrais même faire des dissertations si je voulais. Mais c'est juste que pour moi, tout était toujours pareil. Toutes les filles sont des putains, les mecs des crevards et des tarlouses. C'est pas de ma faute. Les choses sont toujours pareilles. Elles ne changent pas les choses. Alors les mots qui parlent des choses, il n'y a pas de raison qu'ils changent non plus. Quand vous vous dites des trucs comme ça, c'est que ça ne va pas dans votre tête. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise. Et c'est là qu'il y a eu la nausée, la grande crise de nausée. Celle qui vous attrape et qui vous dévore de l'intérieur. Je me suis senti très mal. C'est comme lorsqu'on veut vomir, mais qu'on n'y arrive pas. Comme s'il y avait quelqu'un dans votre corps et que ce quelqu'un, il voulait en finir avec vous. Vous avez le ventre qui bouge tout seul et vous passez vos mains sur votre visage. Mais c'est comme si c'était plus vos mains, comme si c'était plus votre ventre. C'est quelqu'un d'autre qui fait vos gestes. Et puis, vous vous souvenez de tous les jours qui se répètent comme si c'était toujours les mêmes. Vous vous souvenez de la monotonie. Vous vous souvenez de toutes vos misères. Et en fait, ce n'est pas des souvenirs ou des images qui vous reviennent, non. C'est pas comme ça. C'est plutôt comme des coups de poing. C'est violent. Et là, vous vous rendez compte que vous suez, que vous criez, que vous êtes sur le quai à vous agiter, que les gens vous regardent. Vous avez honte. Vous avez toujours eu honte. Mais bon, ça va passer. Mais en fait, non, ça passe pas. Un métro finit par arriver. Vous vous levez, vous voyez ces deux feux brillants au bout du tunnel et vous vous dites, qu'en vous jetant sur les rails, ça pourrait peut-être arrêter la nausée qui vous poursuit comme la poisse. Et vous vous jetez sur les rails, sous la rame. Et vous pensez que votre mort va peut-être calmer quelque chose, que ça va peut-être effacer la honte d'être là. Mais non, ça ne calme rien du tout. Ça efface rien du tout. Même la mort, elle ne veut pas. Vous êtes trop naze pour crever. Vous êtes juste bon à vous retrouver sous une rame de métro et à vous étonner d'être encore en vie. J'ai passé encore plusieurs jours à l'hôpital et finalement je suis rentré chez moi à la fin du mois. Je marchais avec des béquilles. C'est toujours la même honte, mais j'étais content de revoir ma cité pour moi. I went into Tolbiac Underground Station and I was thinking to myself that everything was crap. I was on the platform repeating this to myself.
and I went to sit on a cheap orange plastic seat. When we think about these things, it screws us up. It makes you feel nauseous. My stomach hurt, my head hurt, everything hurt. All of this was shitty. Everything repeats itself. Everything was always the same. The only time my life had changed was with Miss Budrico, and I couldn't see her anymore. Everything was rubbish and would be forever. For example, I was becoming aware that I was always saying the same things, the same words. It isn't because I don't know any others. I actually have a bloody big vocabulary. I could even write essays. But the thing is, for me, everything is always the same. Every girl is a whore, men are useless or gay. It's not my fault. Things are always the same. Things don't change. So words that talk about things shouldn't change either. There's no point. When you tell yourself things like that, there's something wrong in your head. It means something's wrong. There's a sickness there somewhere. And it was then that the nausea started. The big nausea attack. One that gets you and devours you from the inside. I felt really ill. It was as if you needed to throw up but couldn't. As if there was someone inside you and they wanted to finish you off. Your stomach is moving by itself and you wipe your hands over your face. But it's as if they aren't your hands. As if it isn't your stomach. As if someone else was controlling your movements. And then you remember all the days that repeated themselves and they all seem the same. You remember the monotony. You remember all your miseries. It isn't memories and images that come back to you, in fact. It's not like that. It's more like being punched. It's a violent feeling. And then you realize that you're sweating, shouting, and you're behaving oddly on the platform. That people are looking at you. You're ashamed. You've always been ashamed. But you say, oh well, it will go away. But actually, no, it won't go away. Finally, a train arrives. You get up and see two bright lights at the end of the tunnel, and you think that throwing yourself on the track might stop the nausea that's pursuing you like an evil spirit. So you throw yourself off, on the track, onto the carriage. You think your death might take the edge off something, and might wipe out the shame of being here. But no, it doesn't soothe anything at all. It doesn't wipe out anything at all. Even death doesn't want anything to do with you. You're too useless to die. You're just good enough to find yourself under a metro train and to be amazed that you're still alive. I never knew what really happened. I spent a few more days in hospital and I finally went home at the end of May. I walked on crutches. It was all a miserable shame, but I was happy to see my rotten old estate again. Donc, merci beaucoup pour la lecture de ce texte. Donc, on a une autre lecture, mais Skander doit nous quitter pour prendre le bus vers Londres et après le Rostar vers Paris. Donc, je laisse la parole à Elise qui lit la part de Mamadou. Je quittais ma table du Torrent. Je retournais à l'hôtel et à 13h, j'étais sur le quai de la gare de Bayonne. Ce fut au moment de composter mon billet que je me suis aperçue que j'étais en face d'une bonne demi-heure. Je pris place sur un banc. Je patientais en lisant l'indicateur des trains que j'avais trouvé sous le banc. Au bout d'un moment, j'en ai marre et je reportais mon attention sur l'horloge de la gare et puis sur la gare tout entière. Plus je la regardais et moins elle me plaisait. Je n'ai jamais aimé ni les gares, ni les trains, surtout les trains. Les trains me rappellent la cité de la Muette, là où j'ai grandi, à Drancy. En 1975, quand nous avons emménagé dans cette cité, nous ne savions rien de Drancy. Nous y habitions car Kouyaté en avait décidé ainsi. Mais très vite, je me suis aperçue que je ne vivais pas dans une cité, mais dans un mausolée. Vivre à la cité de la Muette, c'est vivre dans un temps qui n'est pas le vôtre. Un
ne vous appartient pas. Cette proximité, cette promiscuité avec l'histoire est prégnante. On est tout le temps confronté au passé. Il suffit de traverser la rue pour aller chercher le pain, traverser la rue et revenir dans la cité pour voir encore et encore ce monument, ce wagon, ce préau, ces bâtiments, le camp. Je me souviens d'un vieillard, un visiteur du camp, assis sur un banc, qui pleurait en nous voyant jouer au football. Je me souviens de mon sentiment de gêne, voire de honte. Nous percevions que dans cette cité, nous n'y habitions pas, mais surtout nous ne devions pas y habiter. On a eu beau mettre du papier peint sur les murs, installer des meubles, remplir les armoires de nos affaires, l'impression persistait. Enfant, il me suffisait de croiser le regard désapprobateur de certaines personnes pour que je retourne dans mon hall. Vivre dans un lieu de mort donnait l'impression que le musée, le wagon, le monument, le camp lui-même ne pouvait être un lieu de mémoire. Les jours de commémoration, je ne sortais guère. Les jours de commémoration, je les passais devant la télévision. Et puis un jour, chaque jour est devenu pour moi un jour de commémoration. Je devais avoir 11 ans. De jour comme de nuit, mon esprit était peuplé de concentrationnaires. La nuit où notre appartement prit feu, les cris se confondaient avec ceux de mon cauchemar. Je ne devais la vie qu'à un voisin qui se précipita dans ma chambre pour me sortir des flammes. Après l'enterrement de ma petite sœur et de mes parents à Pikine au Sénégal, Moussa Kouyaté décida que ma place était à ses côtés, même si j'avais des oncles et des tantes prêtes à m'accueillir. Moussa me fit revenir en France. Je retourne vivre à Drancy, cette fois-ci à Gaston-Boulogne, chez l'une de ses maîtresses. J'avais 12 ans. À Gaston-Boulogne, qu'on préfère appeler Salengro, à cause de la rue, mais surtout de l'école, ce ne fut guère mieux. Je ne voyais plus les filles barbelées, ni les miradors. Je ne voyais plus les affamés, ni les suppliés déambulant à l'intérieur de la cité. Je ne vivais certes plus dans le camp. Cependant, le fait d'avoir déménagé ne produisit pas le réconfort escompté. Bien au contraire. Je me mis à entendre, la nuit, le passage des trains de la gare du Bourget qui s'apparentait dans mon esprit à des convois de déportés. I left my table at the Jovan. I returned to hit the hotel, and at 1 o'clock I was on the platform at Banlieue station. It was only once I stamped my ticket that I noticed I was at least half an hour early. I sat on a bench and waited, glancing at a timetable I found underneath the seat. After some time, I became bored, and my attention shifted to the clock, then towards the entire station. My desire to be there lessened the more I looked around. I've never been fond of stations, or trains, especially trains, which remind me of Bouhet, the estate in Drancy where I grew up. When we moved there in '75, we knew nothing about Drancy. We lived there because it was Kouyaté's decision to do so. But I learnt very quickly that it wasn't an estate I was living in, but a mausoleum. Living in Bouhet meant existing in a time that was not your own, a time beyond your control. The proximity and intense contact with history was immense. We were constantly confronted with the past. You just had to cross the street to go and buy bread, cross the street and come back again, to see time and again the monument, the carriage, the courtyard, and those buildings, the concentration camp. I remember an elderly gentleman visiting the camp, sitting on a bench, weeping whilst he watched us play football. I remember feeling my embarrassment or even shame. We felt that we didn't live in that estate, or even that we weren't meant to live there. The sentiment lingers no matter how much we covered the walls with wallpaper, installed furniture, or filled the cupboards with our belongings. As a child, a disapproving look from certain people was enough to make me retreat back into my hallway. Living within a place of death gave the impression that the museum, the carriage, the monument, or even the camp itself could never be a place of memory. On Remembrance Days, I hardly went out. Instead, I spent those days sat in front of the television. And then one day, every day became a Remembrance Day for me. I must have been 11. Day and night, my mind was consumed with the thought of concentration camps. On the night our flat caught on fire, the screams merged with those of my nightmare. I wouldn't be alive if it weren't for a neighbour who rushed into my room to get me out of the flames.
After the funeral of my little sister and my parents in Pekin, Senegal, Moussa Kayoute decided that I should stay by his side, even though I had other uncles and aunts willing to take me in. Moussa made me come back to France. I returned to Drancy again, this time to the home of one of his mistresses in Gaston-Roulon. I was 12 years old. In Gaston-Roulon, or Salancourt, as we like to call it, because of the street name, but also because of the school, things weren't much better. I no longer saw barbed wire or watchtowers. I no longer saw the starving or torture victims wandering around the estate. I certainly wasn't living in a camp anymore. However, moving didn't give me the reassurance I was expecting, quite the opposite. At night, I began to hear trains passing through Bouhet station, which in my mind seemed to resemble the convoys of deportees. Thank you very much to the readers, that's much appreciated, and we all really enjoyed hearing those texts. Quite fitting now that we've got time to look at the exhibition and enjoy the photos of the Banlieue taken by participants at the summer school last July in Paris. So thanks very much for coming. Donc je vous remercie beaucoup, premièrement au CLICHÉS, et d'abord on est très content que vous soyez là. On va en profiter pour voir un peu l'exposition maintenant, les photos qui ont été prises pendant la résidence d'été de l'Est italien. Donc merci beaucoup.